Bonjour chers amis, nous sommes aujourd'hui dans la zone de combat. Aujourd'hui 9 septembre, environ dans la deuxième moitié de la journée, les forces militaires ukrainiennes ont mené une nouvelle attaque dévastatrice à l'aide de drones sur un autre site de stockage de carburant. Cette fois dans la région de Belgorod. Il s'agit du village du temps Noïka, à 25 km de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. La frontière entre la Russie et l'Ukraine. On peut y voir des enregistrements de résidents locaux qui ont capturé avec leurs appareils une énorme colonne de fumée ainsi qu'un incendie de grande ampleur dans la zone de stockage du carburant. Carburant se trouvait dans des réservoirs qui explosaient et prit feu après avoir été touchés par les drones ukrainiens. Ce qui est important, c'est que cela s'est produit dans la région, c'est-à-dire dans un endroit où la Russie devrait être présente. Région, c'est-à-dire dans un endroit où la Russie devrait disposer d'une défense aérienne. La Russie devrait théoriquement disposer de systèmes de défense aérienne et de guerre électronique, de défense aérienne et de guerre électronique, Il se passe quelque chose dans une région comme Rostov, sans parler des zones plus éloignées de la ligne de front. Mais lorsqu'il s'agit de Belgorod, nous parlons de Belgorod. La région de Belgorod est située à la frontière avec l'Ukraine et est le théâtre de combats incessants, combats constants, en particulier bombardements, les défenses aériennes et de guerre électronique doivent être particulièrement solides, mais si les attaques passent par là, qu'en est-il des autres zones? Qu'en est-il des autres régions? Que la Russie est réellement confrontée à une crise dans ses défenses aériennes et de guerre électronique. La Russie est réellement confrontée à une crise de ses défenses aériennes et de guerre électronique. J'en ai parlé récemment avec expert en aviation par drone à longue portée, Constantin Melnik, qui a souligné que les défenses de guerre aérienne et de guerre électronique sont en train d'être détruites et que la Russie a complètement perdu la capacité de les récupérer et au moins partiellement. Les sanctions n'y sont pas étrangères. En outre, les drones ukrainiens sont de plus en plus sophistiqués et tactiques pour contourner les défenses aériennes et de guerre électronique. Sont de plus en plus ingénieuses. Que les Russes, avec toutes leurs ressources, finissent par créer des brèches dans leurs zones de défense, de sorte que les drones puissent pénétrer dans des zones protégées telles que Belgorod, réitérant après la perte importante de systèmes de défense aérienne par la Russie. Il est impossible de dire que même une zone comme Belgorod est protégée et l'attaque d'aujourd'hui contre le site de stockage de carburant en est une nouvelle confirmation. Mais il ne s'agit pas seulement du fait que les drones ukrainiens ont surmonté les défenses aériennes cette fois-ci. Et ce n'est pas seulement cette fois-ci, et ce n'est pas seulement le fait qu'une nouvelle base de carburant a pris feu, ce qui n'est en fait pas le cas. Au cours des 6 derniers mois, plus de 60 bases de ce type ont été détruites. En Russie, il y a eu plus de 60 attaques et toutes ont été couronnées de succès dans ce cas. Ce qui est frappant, c'est l'emplacement. Car, comme vous pouvez imaginer, les militaires ukrainiens s'efforcent désormais de couper la logistique des troupes russes stationnées dans la région de Belgorod qui se dirigent également vers la région du Kiev. De carburant, c'est retarder l'avancée de ces forces russes, y compris dans la région du Kiev, mais ce n'est pas tout. Et je n'exclus pas la possibilité que nous assistions au début de la préparation d'une invasion à grande échelle. Invasion de la région de Belgorod,
comme dans le passé qui a précédé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. L'invasion à grande échelle de l'Ukraine dans la région de Koursk a été la destruction du carburant et d'autres éléments logistiques similaires. C'est impossible maintenant. Mais je me souviens comment l'invasion de Koursk s'est produite a été soudaine, inattendue pour tout le monde dans le monde. Et maintenant cela peut aussi se produire tout d'un coup. La formation du groupement ukrainien n'est pas encore visible. Groupement ukrainien, mais il ne se formera pas à la frontière. Il se formera plus loin pour atteindre la frontière de Belgorod. En quelques heures. Pour se rendre à Belgorod, il est nécessaire d'agir car il n'y a pas de force capable de résister aux attaques sur Belgorod. Force pour résister aux attaques sur des endroits comme le Kiev, le fléau terroriste. Les terroristes russes pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, qu'ils peuvent larguer des bombes et des missiles sur le Kharkiv sans arrêt, privant les gens de lumière, de chaleur et de vie, de lumière, de chaleur et de vie, détruisant et détruire des bâtiments entiers. Les propagandistes terroristes russes, programmes télévisés destinés à des millions de téléspectateurs, parlent de la manière de mener le génocide du peuple ukrainien. Comment détruire le Kiev? Quelle cible attaquer pour priver les gens d'espoir en l'avenir? Détruire les systèmes d'urgence, la médecine et l'éducation, les infrastructures critiques. Il semble que les Russes qui encouragent et soutiennent ouvertement encouragent et soutiennent cela méritent d'être expulsés de leur propre pays, expulsés de régions comme Belgorod et ses environs. L'Ukraine n'a pas le choix. Créons une zone sanitaire comme celle-ci, comme cela a été fait dans la région de Koursk. Koursk a permis d'accroître la sécurité. Sécurité pour la région de Soumy. Russes ne peuvent plus espérer envahir Soumy et ils avaient certainement ces plans juste après l'invasion de la région. Il est donc nécessaire de faire la même chose avec la région de Kharkiv. Comme cela a été fait lors de l'avancée sur Soumy-Kursk, c'est-à-dire créer une grande zone sanitaire idéalement. S'emparer également du centre administratif de la région de Belgorod afin que la Russie puisse oublier à jamais la possibilité d'une guerre civile. Oublier à jamais la possibilité d'avancer sur Karachi. Il s'agirait d'isoler le groupement russe qui se trouve actuellement au sein de l'Union européenne. Russie qui se trouve actuellement dans la région de Voltchansk, tandis que dans la région de Voltchansk, alors que dans la région du Kiev, les choses se passent très bien. Pour les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont avancé sur Lipsk et en ont chassé les unités russes. En outre, il y a environ une semaine, la 3e brigade d'assaut de l'armée ukrainienne est arrivée à Lipsk. La 3e brigade d'assaut des forces armées ukrainiennes a mené une contre-attaque qui a permis de libérer 2 km² dans cette zone. Que les Ukrainiens disposent d'un sérieux potentiel d'opérer à la fois dans le Kiev et à Belgorod, et que nous devrions donc suivre ce qui se passe, mais je pense que nous devrions suivre ce qui se passe. Mais je pense que nous verrons bientôt plus d'attaques sur les chaînes logistiques dans la région de Belgorod. Mais il y a un autre point si nous regardons plus largement ce que sont devenus les drones ukrainiens. Les drones ukrainiens sont devenus. Nous verrons que leur efficacité peut désormais être comparée à celle de véritables missiles de croisière. Les missiles de croisière, regardez ce qui s'est passé récemment dans la région de Voronej. Me souviens que les Ukrainiens ont récemment détruit un énorme dépôt de munitions. Et un autre spécifiquement, dans la zone qu'ils avaient déjà attaquée.
Le fait est que le feu ne s'est pas arrêté même après une journée, comme le montrent les photos satellites. Photos satellites, première photo satellite d'hier, puis celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le feu n'a pas beaucoup diminué. Qu'est-ce que cela indique? Un commentaire audio de Constantin Melnik qui dit que le type de détonation au dépôt de munitions qui a été détruit par les drones ukrainiens le 7 septembre montre qu'ils étaient et sont apparemment toujours en train de brûler les munitions. Brûlaient et brûlent encore apparemment les moteurs de missiles, ce qui confirme les informations de sources ukrainiennes selon lesquelles le dépôt disposait des stocks de missiles nord-coréens. Mais pas seulement, il semble qu'il y avait aussi des missiles scandés. Je ne parle même pas des innombrables autres munitions, y compris pour l'artillerie lourde. La façon dont ils brûlent le Sassa montre deux choses. Premièrement, que les munitions qui explosent ne sont pas fragmentation, mais qu'elles contiennent également une partie explosive et probablement une partie de thermite, et deuxièmement qu'il y a, ou du moins une partie, n'étaient que des munitions mais des missiles, et ces missiles avaient des moteurs. Cela signifie que lorsque le moteur explose, ces missiles commencent à se répandre sur une grande distance. Ce ne sont pas seulement des missiles planants, mais aussi des missiles dotés de moteurs à propergol solide ou liquide. Des moteurs à propergol solide et liquide. Constantin Melnik a confirmé ce que nous avons dit hier. Les missiles ont été détruits et cela signifie que tous les cadeaux que Poutine a reçus du roi Jong-un et qu'il voulait utiliser pour terroriser l'Ukraine. Pour terroriser la population ukrainienne. Sont maintenant partis en fumée. De la même manière, les missiles iraniens seront également envoyés en enfer. Parce que les Ukrainiens ont d'excellents renseignements locaux. Ils savent quand, quoi, où et où les choses. Et ils savent comment les détruire. Très importante est que la Russie n'a pas le choix de l'endroit où stocker ses munitions. Si l'on parle de la Russie, agit encore selon les tactiques et les stratégies de la Seconde Guerre mondiale. Il ne s'agit pas seulement de vagues de soldats avançant sur les cordées, il s'agit aussi de la consommation incessante. De munitions. L'artillerie de la Russie est imprécise. L'artillerie russe est imprécise, compensée par la quantité massive de munitions. La quantité de munitions n'est pas aussi importante qu'en 2022, mais elle reste importante. Le problème est que l'Ukraine dispose des renseignements qui permettent de localiser avec où se trouvent les dépôts de munitions de la Russie. S'il s'agit des zones près de la ligne de front dans les territoires occupés, la Russie n'a pas d'autres options que de distribuer ses munitions dans d'innombrables petites cachettes, et il faut transporter tout cela avec des camions individuels. Car une fois de plus, une colonne est très facile à atteindre. Ce qui rend la logistique extrêmement compliquée parce que cela permet de garantir un approvisionnement plus ou moins stable. Bien qu'en réalité, même les camions individuels sont des cibles pour les drones de camouflage ukrainiens, mais au moins vous étendez l'ensemble de la chaîne logistique, bien sûr. Il est bien sûr beaucoup plus simple d'apporter une grande de munitions et de les positionner à 15 km de la ligne de front pour les utiliser immédiatement que de les répartir en petites piles et de les transporter sur 200 à 300 km avec des camions individuels. Il est évident que l'on ne peut pas tout accumuler en un seul endroit à 15 km de la ligne de front, car elle serait immédiatement détruite par les systèmes radars. C'est ce qui s'est passé dans la seconde moitié de 2022, mais d'un autre côté,
il est nécessaire de disposer de grands dépôts de munitions quelque part, sinon à proximité de la ligne de front. Ligne de front, alors le plus loin possible de celle-ci et ou quelque part sur le territoire russe où les missiles d'attaque. Les missiles d'attaque MS ne peuvent pas atteindre, mais, comme nous le voyons maintenant, les drones ukrainiens à longue portée peuvent l'atteindre. Ukrainiens à longue portée, c'est une chose à laquelle la Russie n'était pas préparée. La Russie n'était pas préparée à cela, tout comme elle n'était pas préparée à que chacun de ces dépôts devrait être protégé par une défense anti-aérienne, de défense aérienne, qui est extrêmement insuffisante. La question se pose alors de savoir à combien de centaines de kilomètres de ces grands dépôts stratégiques de munitions. Dépôts de munitions stratégiques. Il faut comprendre à quelle distance les drones ukrainiens peuvent voler et nous savons qu'ils ne sont pas en mesure de le faire. Drones ukrainiens peuvent voler et nous savons qu'ils volent désormais jusqu'à 10 000 km dans toutes les directions à partir de la frontière ukrainienne. La Russie n'a donc d'autre choix que de garder maintenir ses dépôts à une distance de 1000 km. Mais ce n'est pas faisable car ce qui se passe, c'est qu'un petit camion transportant une petite quantité de munitions devrait parcourir 1500 km, de sorte qu'il est évident que ces doivent toujours se trouver à une distance de la ligne de front d'au moins 250 à 300 km. C'est pourquoi la région de Voronezh est un endroit où les Russes stockent leurs munitions. Tout simplement parce que s'ils mettent ces grands dépôts encore plus loin, la logistique sera encore plus compromise. Pensez à parcourir 600 à 700 km pour un camion. Il n'y a pas assez de camions et les ressources ne sont pas suffisantes. Les Ukrainiens exploitent bien sûr la faiblesse de la Russie. Une grande quantité de munitions. Des munitions dont la Russie doit disposer munitions dont la Russie a besoin en grande quantité si elle veut continuer à se battre. Combattre à nouveau. Car une petite quantité de munitions signifie la mort de la force militaire russe. En effet, la Russie ne sait pas se battre avec des munitions, elle n'est pas efficace en qualité, elle est efficace en grande quantité. Et c'est là que les Ukrainiens rattrapent les Russes dans ce cas, dans la région de Voronezh où, comme vous pouvez le voir, vous voyez, ils ne détruisent pas seulement l'équipement utilisé directement pour les offensives dans la région de Donetsk, mais aussi des équipements destinés à attaquer la longue arrière-garde ukrainienne. Ukrainiens attaquent des dépôts de munitions stratégiques, des dépôts de pétrole et même de carburant sur la ligne de front. Préparent peut-être le terrain, une nouvelle zone sanitaire, cette fois-ci dans la région de Belgorod. Je voudrais vous rappeler que nous organisons au profit des forces spéciales, notamment l'unité dirigée par Konstantin Melnik. Nous observons les drones que l'équipe de Melnik produit et sont des drones uniques qui ont deux fonctions principales. Fonction principale pour écraser la défense aérienne et la chasse aux drones ennemis. Ces deux tâches sont extrêmement importantes lorsqu'un drone de reconnaissance ennemi est détruit. Lorsqu'un drone de reconnaissance ennemi est détruit, la Russie est aveuglée et ne peut pas attaquer, que ce soit sur la ligne de front ou à l'arrière. Et lorsqu'un drone de l'armée de l'air est détruit, comme nous l'avons vu récemment, une unité d'équipement militaire est sauvée. En outre, en détournant l'attention de la défense aérienne, les militaires ukrainiens sont en mesure d'augmenter le taux de réussite des drones à longue portée qui sont utilisés pour attaquer des cibles ennemies telles que les dépôts de munitions,